Champion du monde, évidemment, c'est Lilian Thuram. Mais on va parler de foot, Lilian, ensemble. On va aussi parler de cette histoire absolument fabuleuse avec cette bande dessinée. Évidemment, on se rappelle de nos étoiles noires. Et là, c'est notre histoire, les étoiles d'un champion du monde, avec Jean-Christophe Camus et Sam Garcia, qui font une BD formidable. D'abord, un mot quand même, parce qu'on est tous rivés sous cette Coupe du Monde. On se dit, est-ce que les Français... Ça fait penser à ce qui s'est passé en 98. Alors, évidemment, il y a Deschamps qui est là, l'entraîneur, mais il y a l'esprit de 98. De toute façon, vous savez, à partir du moment que la Coupe du Monde commence, on s'imagine déjà être en finale et faire la fête. Donc il faut faire très attention, petit à petit. Il faut aller tranquillement. Et j'espère qu'à la fin, on pourra faire effectivement la fête tous ensemble. Mais là, on voit le potentiel. On voit quand même qu'il y a une unité dans cette équipe. Voilà. Oui, il y a des grands joueurs, mais vous savez, en France, il y a toujours eu des grands joueurs. Encore une fois, les matchs se jouent à très peu de choses. Donc j'espère qu'on ira très très loin. Étant donné que j'ai joué, j'aime pas trop faire les pronostics, j'aime pas me projeter. Donc en tout cas, ils ont très bien commencé. J'espère que ça va continuer comme ça. Oui, quand je disais 98, Lilian, c'est resté. Évidemment, il y a eu d'autres Coupes du Monde, mais celle-là, elle est restée. Qu'est-ce qui explique que c'est entré dans la légende? Le but de Thuram face à la Croatie, que tout ça est entré dans la légende? C'est très facile à comprendre. Tout d'abord, la Coupe du Monde était en France. Après, c'est quand même la première fois qu'on a eu la chance de gagner la Coupe du Monde. Donc la première fois, c'est toujours quelque chose d'inoubliable. Oui, et puis les joueurs, Zizou, et puis Petit, et puis tout ça, c'était une équipe de dingue. J'ai eu la chance, oui, en fait, on a eu la chance de jouer dans une équipe où il y avait beaucoup de grandes personnalités et de très très grands joueurs. Et encore une fois, vous savez, le fait que cette Coupe du Monde soit en France, c'est énorme. C'est énorme, c'est-à-dire que partout où on jouait, il y avait cette ferveur populaire et donc c'est très compliqué pour les adversaires. Je me souviens le jour de la finale, je me disais qu'on pouvait pas perdre parce que les Brésiliens ils étaient 11 sur le terrain et nous étions des millions. Donc, ouais, tu te disais on peut pas perdre. Ah non, c'était impossible. Ah non, mais il y avait quand même une équipe brésilienne en face. C'est impossible. Il y avait trop de monde. Nous étions, je ne vais pas dire qu'ils étaient derrière nous parce qu'ils étaient avec nous. Donc nous étions trop nombreux pour perdre contre 11 Brésiliens. Oui. Voilà. Et 1, et 2, et 3-0. Et puis, la ferveur. Alors, évidemment, on disait l'équipe Black, Blanc, Beurre. Il y avait une ferveur. On va parler du livre, parce qu'on peut parler de ça aussi. Le foot a apporté, à ce moment-là, un espoir immense d'union, contre le racisme. C'est une forme de quelque chose de très fort. Vous savez, lorsque vous gagnez, effectivement, vous déclenchez des émotions. Et des émotions du vivre ensemble. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention quand l'équipe ne gagne pas pour ne pas aller dans le contraire. Mais en tout cas, franchement, je pense que cette victoire-là nous a permis aussi, nous, en tant que Français, de nous regarder différemment, qu'on le veuille ou non. Voilà. Oui, mais je disais, il y a eu cet espoir. On se dit, il n'a pas été déçu, cet espoir. Certains disent aujourd'hui, que reste-t-il de ce rêve? Mais c'est faux. Je dirais qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a beaucoup plus de communion entre nous qu'on le pense. Vous savez, pour analyser le racisme, il faut partir sur un temps long. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la bande dessinée. Par exemple, vous prenez mon histoire personnelle. Mon grand-père est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Et dans la bande dessinée, par exemple, je parle de Delgrès, je parle de solitude. À l'époque de mon grand-père, il y avait plus de racisme que maintenant. Ma mère est née en 1947. En 1947, comme je parle dans la bande dessinée, d'histoire de la colonisation, la racialisation du monde. Donc, à l'époque de ma maman, il y avait plus de racisme qu'aujourd'hui. Moi, je suis né en 1972. En 1972, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a moins de racisme qu'avant. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris, qui ont accepté l'idée qu'être français, ce n'était pas une couleur de peau. Mais ce qui est très intéressant, lorsque vous avez un changement, il y a des gens qui se radicalisent. Et donc, aujourd'hui, le discours raciste se radicalise. Mais pourquoi ?
parce qu'on voit bien qu'il y a un changement. C'est exactement Ça la veut même dire qu'en chose. fait, il est en chute, ce discours raciste, au fond. Ben, bien C'est un sûr. signe de faiblesse. Mais il se radicalise pour pouvoir exister. Par exemple, regardez, lorsqu'on parle du sexisme, parce que dans le livre, pareil, je raconte l'histoire des hommes et des femmes, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Pourtant, il y a un discours machiste qui se radicalise. Donc vous voyez bien que à partir du moment où il y a changement, il y a des gens qui se radicalisent. Dans la bande dessinée, par exemple, j'explique aussi que le Ku Klux Klan arrive lorsqu'il y a plus d'égalité entre noirs et de blancs. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention et de ne pas répéter que les choses ne changent pas. Oui, les choses changent. Oui. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de jeunes gens qui essaient justement de promouvoir l'égalité, qui essaient de promouvoir la liberté et la fraternité. Et ça, je pense que c'est essentiel de le dire. Oui, dans le livre, et on va dire évidemment dans cette bande dessinée formidable, c'est qu'il y a à la fois ton histoire, cette famille, à la fin on va parler évidemment, il y a les deux garçons qui font une autre histoire et qui eux-mêmes amènent leurs propres étoiles de cette histoire comme ça de la libération et de la lutte contre le racisme. Mais il y a un vieux sage qui ressemble à Ousmane Sow dans la bande dessinée, sculpteur sénégalais absolument merveilleux que j'ai eu la chance de connaître, s'appelle Monsieur Nedo, et que tu rencontres. Et lui, il ouvre sur une forme de philosophie de la vie qui est absolument extraordinaire en faisant le récit de ces étoiles-là. Ben écoutez, effectivement, le personnage Nedo est très important. Nedo est l'homme primordial dans la cosmogonie Peul. C'est celui qui détient l'esprit et la parole. Mais dans ce livre, j'essaie d'expliquer que chacun de nous, nous avons des Nedo. Ce sont les personnes qu'on rencontre et qui nous éduquent à comprendre la société dans laquelle nous vivons. Et surtout, qui nous demandent d'aller à la rencontre de nous-mêmes. C'est ça qui est très important. Et j'espère que justement, en lisant cette bande dessinée, les enfants ou les adultes même vont apprendre à connaître ces hommes et ces femmes et que ces hommes et ces femmes vont pouvoir les inspirer. Parce que moi, si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai été inspiré par ces personnages. Et j'essaie d'expliquer aussi à mes enfants qu'ils ne peuvent pas réussir seuls. Ils ont besoin d'inspiration, d'hommes et de femmes qui peuvent leur dire, voilà, c'est le chemin à suivre. Et ce chemin, c'est encore une fois, aller à la rencontre de soi-même, se questionner, comprendre que parfois nous ne sommes pas assez libres parce que nous sommes conditionnés à reproduire des schémas, questionner ce qu'on dit, ce qu'on pense, et comprendre que ce qu'on dit ou ce qu'on pense est lié à une histoire. Donc il est très important d'apprendre d'autres histoires pour changer son imaginaire et être plus libre. Et être plus libre, ça vous permet d'aller à la rencontre de vous-même et surtout, ça vous permet d'aller aller à la rencontre de l'autre plus facilement. Oui, oui, et ça s'appelle Notre Histoire et c'est notre histoire au sens large et c'est aussi ton histoire, c'est au fond universel, mais c'est aussi l'histoire d'une mère courage qui quitte la Guadeloupe pour aller travailler d'abord dans une chambre de bonne, après Madame Serfati et puis après, voilà, pour faire renvoyer de l'argent à sa famille qui vit difficilement. Et puis qui va permettre à ses enfants de venir la rejoindre et puis peut-être permettre de réaliser le rêve du petit Lilian qui va jouer au football. Et ça c'est quand même une histoire voilà, de force. Mais pour moi, c'est très important parce qu'effectivement, je pense que parfois, par pudeur, les parents ne racontent pas assez leur histoire à leurs enfants. Et moi, j'ai eu la chance, effectivement, de comprendre l'histoire de ma maman. Et c'est l'histoire du courage, et que chacun de nous, nous devons avoir du courage pour se confronter à la vie. Effectivement, ma mère était en Guadeloupe, elle a 5 enfants, elle nous élève seuls. Le matin très tôt, elle part couper la canne à sucre dans les champs. L'après-midi, elle va faire des ménages à Pointe-à-Pitre. Et un beau jour, elle se dit, je ne peux plus continuer comme ça. Qu'est-ce que je dois faire pour essayer de donner des probabilités de réussite à mes enfants. Et donc, elle se dit qu'elle va partir à Paris. Et donc, je me souviens très bien, elle nous réunit autour d'une table pour nous expliquer qu'elle allait partir. Mais nous, moi enfant en tout cas, je pensais qu'on allait partir tous ensemble. Et elle nous dit non, je vais partir seule
vous allez rester en Guadeloupe. Mon grand frère avait 14-15 ans, donc il a géré toute la famille. Elle est partie à Paris. Elle a travaillé, elle a économisé et elle est venue nous chercher. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important. La famille Serfati. La famille Serfati a compris la problématique de ma maman. Et en fait, elle ne faisait plus payer la chambre de bonne à ma maman pour que ma mère puisse avoir plus d'argent pour nous récupérer beaucoup plus rapidement. Donc voilà pourquoi je dis aussi que personne ne se fait seul. Et donc il faut avoir cette humilité de comprendre cela. Et donc voilà pourquoi j'essaie, à travers cette bande dessinée, de donner l'histoire d'hommes et de femmes qui vont permettre aux enfants de comprendre qu'effectivement, il y a des choses extraordinaires qui ont été faites. Et que vous allez grandir, que vous aussi, vous pouvez avoir le courage de dire non. Non aux injustices, par exemple. Oui. Parce que les hommes et les femmes, dans cette bande dessinée, à un moment donné, ils ont compris la société dans laquelle ils vivaient, et ils se sont dit, mais on peut changer les choses. Il y a des choses qui sont injustes. Mais pour cela, il faut avoir les informations pour bien comprendre les choses. Oui. Et alors, le jeune Lilian, il va rencontrer donc Nédo sur un banc comme ça, et il va l'initier à ce qu'il est. Il va lui dire, tu es descendant d'Africains, tu ne dois pas te soumettre à cette image raciste que l'on veut te faire assimiler ou qu'on a voulu faire assimiler aux Noirs pour mieux les exploiter, pour mieux gagner de l'argent sur eux. Et il ouvre le regard du jeune homme. En fait, c'est très intéressant, oui, parce que Nédo m'explique quelque chose. Il me dit simplement, voilà, Lico, c'est le petit nom que m'appelait ma maman lorsque j'étais enfant. Il me dit, voilà, on a construit des catégories. On dit qu'il y a des personnes blanches, on dit qu'il y a des personnes noires. En fait, il faut questionner ces catégories. Et en fait, ces catégories ont été construites à un moment donné de l'histoire pour légitimer l'exploitation des personnes noires. Mais en fait, le discours des catégories est un discours voulu par le capitalisme, par ceux qui veulent exploiter. Donc, il faut analyser ces catégories pour sortir de ces catégories, pour se percevoir comme des êtres humains avant tout. Et ça, c'est très important, de dire aux enfants, voilà, le fait qu'on se dise un homme, une femme, ce sont des catégories construites. Il faut déconstruire ces catégories pour construire l'égalité, pour construire la fraternité. Et ce n'est que dans l'égalité, la liberté et la fraternité qu'on va pouvoir construire une société plus juste. Oui, donc il va le voir à plusieurs reprises, tandis que sa vie, tandis qu'il apprend, tandis que sa maman travaille, essaye de s'en sortir. Et de cette construction de ces récits va naître une identité très forte, et au fond une identité humaine, humaniste. Alors c'est vrai, les personnages, on va croiser Angela Davis, on va croiser tous ceux qui ont lutté à des manières différentes contre l'esclavagisme, avec toujours un immense courage, parfois aller à l'encontre de ce qu'était normalement, ce qu'ils auraient dû faire, qui ont refusé finalement de se soumettre au racisme. Mais vous savez, dans le livre, et d'ailleurs Marcus et Kefren, mes deux garçons, insistent sur l'idée qu'il faut se libérer. Et pour se libérer, il faut comprendre que chacun de nous sommes conditionnés à reproduire des schémas. Ça, c'est très important, d'aller à la recherche d'informations qui va nous permettre de changer notre imaginaire. Et tous ces personnages, en fait, se sont battus pour qu'on puisse reconnaître que nous sommes tous des êtres humains. En fait, c'est ce qui est très important. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas battus pour une couleur de peau ou contre une couleur de peau. Non, ils se sont battus pour dire, voilà, les systèmes dans lesquels nous nous trouvons ne reconnaissent pas les êtres humains. Nous devons nous considérer comme des êtres humains avant tout, avant de se considérer à travers les couleurs de peau, les religions, la sexualité. Et donc, ce n'est que par une liberté d'esprit qu'on arrive à faire en sorte que chacun de nous, nous puissions nous voir comme des êtres humains avant tout. Ouais. Et malheureusement, encore aujourd'hui, il y a par exemple des partis politiques qui vont essayer de nous renvoyer à nos catégories en disant qu'il y a une catégorie qui est supérieure à d'autres. Par exemple, lorsqu'on parle du racisme, notamment lié à la couleur de la peau, il ne faut jamais oublier que le suprémacisme blanc, par exemple, n'est qu'un discours construit par le capitalisme pour légitimer la violence du capitalisme.
Ce n'est pas naturel de se penser être blanc ou noir. C'est une construction idéologique que nous devons déconstruire ensemble. Oui, le livre, Le Tour de France, par deux enfants, 1877, qui est recommandé aux petits garçons, eh bien, c'est justement de comprendre que ce discours-là, de l'inégalité des races, et de considérer que la race blanche était supérieure, existait là. Ben écoutez, encore une fois, vous savez, il faut vraiment essayer de déconstruire l'histoire du racisme pour comprendre que c'est une invention. Et je dis très souvent, par exemple, si vous voulez comprendre le racisme envers les personnes noires, tout d'abord, c'est comment on va exploiter le continent africain. À la période de l'esclavage, aux Antilles, qu'a pu subir ma propre famille, c'était dire, nous avons besoin d'hommes et de femmes, nous pouvons les prendre sur le continent africain, mais il faut qu'on puisse légitimer cela. Donc il faut légitimer qu'ils sont inférieurs et qu'ils ne sont pas des êtres humains. Et pendant la colonisation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on exploite les hommes et les femmes, mais comme on a besoin d'exploiter les matières premières, là aussi, il faut construire une forme d'infériorité. Donc le discours capitaliste construit un discours qui va légitimer sa violence. Et pour légitimer sa violence, on construit l'idée qu'être blanc, c'est mieux. Et donc voilà pourquoi, lorsqu'on parle de racisme, en fait, il faut arrêter de penser que ce sont des pensées individuelles. Non, c'est un discours lié à un système économique qui veut légitimer sa violence. Et je reste persuadé que le jour où on va déconstruire ces catégories liées à la couleur de la peau, on pourra tranquillement, sereinement comprendre qu'effectivement, la violence subie par certains, en fait, est subie par tout le monde. Parce que le système capitaliste produit aujourd'hui ce réchauffement climatique. Donc, vous voyez le lien. Mais il y a des gens qui ne perçoivent pas encore le lien aujourd'hui. Et nous devons faire le lien pour que nous puissions, en tout cas, nous défendre d'une minorité de gens qui sont prêts à faire de l'argent avec tout. Oui. Et l'histoire enseigne que l'esclavagisme, à un moment, est aboli, mais qu'il peut revenir. Et il y a un personnage qui est le récit absolument extraordinaire, qui veut empêcher ce retour par Napoléon, de dire non, mais au fond, ça veut dire que l'histoire n'est jamais gagnée. Est-ce que c'est une histoire passée, l'esclavagisme ? Est-ce qu'on a définitivement tourné la page de tout ça ? Mais vous savez, lorsqu'on parle encore une fois de l'esclavage, il faut sans cesse répéter que nous parlons d'égalité. L'égalité, c'est quelque chose qui est extrêmement fragile. Parce qu'il y a une certaine forme de naïveté de penser que tout le monde voudrait l'égalité. C'est faux. Il y a des gens qui veulent vivre dans des systèmes inégalitaires. Parce que dans des systèmes inégalitaires, il y a des hiérarchies, et ceux qui sont tout en haut de la hiérarchie profitent de ces inégalités. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours enseigner aux enfants que l'égalité se gagne, elle ne se donne pas. Et dans la bande dessinée, effectivement, je présente des hommes et des femmes qui ont compris ça. Il faut défendre absolument l'égalité. Quand je parle de Solitude, Solitude est une femme qui a compris qu'il fallait défendre l'égalité. Lorsque vous êtes une femme, vous avez tout intérêt de comprendre qu'il faut défendre l'égalité. Parce que, effectivement, historiquement, les hommes sont dominants sur les femmes. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'hommes qui vont faire en sorte que les choses ne changent pas. Donc voilà pourquoi il est important de dire aux enfants sans cesse, de leur raconter des histoires qui leur permettent de comprendre qu'effectivement, l'égalité est fragile. Et il faut la défendre. Oui, Solitude, destin d'une femme absolument, d'une héroïne absolument... C'est horrible. Et l'histoire le raconte, ce qui va lui arriver jusqu'à la mort, jusqu'à son propre enfant qui va être réduit à l'état d'esclavage et vendu dans une vente aux enchères. Mais vous savez, je crois qu'il faut ne pas avoir peur de raconter aux enfants ces histoires-là, parce que ça leur permet de grandir différemment. Je reste persuadé que nous devons enseigner nos enfants à comprendre qu'il faut toujours défendre des politiques de solidarité. Ce n'est que par la solidarité
que nous allons pouvoir grandir en humanité. Et ces hommes et ces femmes nous montrent la voie. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être éduqué par ces hommes et ces femmes. Je pense que mes enfants ont eu beaucoup de chance d'avoir connu aussi ces personnages parce que ça leur permet justement d'avoir quelque chose qui est essentiel, une bonne confiance en soi. C'est fondamental, c'est-à-dire je suis capable de. Je suis capable de dire non. Je suis capable de dénoncer les injustices. Et ce n'est qu'en dénonçant les injustices que nous pourrons, en tout cas, espérer vivre dans une société plus juste. Oui, et c'est vrai que ce livre, formidable, Notre histoire, les étoiles d'un champion du monde, chez Delcourt et Mirage Éditions, Lilian, c'est aussi le parcours d'enfance et que de cette initiation par ce sage qui vient enseigner tous ces personnages. Et au fond, cette histoire qui construit ce jeune homme qui veut faire du football et qui va, peut-être, grâce à ça, grâce à ces enseignements, va trouver la force, par exemple, de continuer à vouloir aller au bout alors qu'on lui dit qu'après une blessure, il ne pourra plus jouer au football et qui va quand même surmonter ça. Mais vous avez totalement raison. Totalement raison, et c'est ce que j'essaie de dire aux gens. C'est-à-dire que selon les histoires qu'on vous raconte, ça va développer ou non votre personnalité. Et je dois avouer que j'ai eu la chance de rencontrer ces personnages qui ont développé en moi ce courage et cette confiance. C'est-à-dire que personne ne peut déterminer ce que vous allez être. C'est-à-dire que c'est vous, avec d'autres personnes, parce que vous allez toujours trouver des personnes pour vous aider, qui allez tous ensemble construire la personne que vous voulez devenir. Et je reste persuadé que si on éduque les enfants très tôt à prendre comme exemple des personnages, hommes, femmes, qui ont su affronter les difficultés de la vie, je pense que ça les aide vraiment. Parce que moi, je vois que, effectivement, la personne que je suis, c'est parce que j'ai rencontré ces hommes et ces femmes, et ça explique ma personnalité. Oui. Voilà. Oui. Il faut savoir, se révolter. Il faut savoir dire non. Il faut savoir, bien évidemment, dire oui aussi, mais il faut savoir reconnaître en l'autre l'être humain qu'il est. Ça, c'est fondamental. Oui, et même dans le foot, parce que il y a Arsène Wenger, il va y avoir le jeune Lilian qui va gravir les échelons, et puis apprendre dans le vestiaire, apprendre aussi des défaites, apprendre à se remettre en question au jeu collectif, et de cette force peut-être que tout ça donne. Vous savez, moi je crois encore une fois qu'il est important d'inscrire chez les enfants l'importance du questionnement et l'importance de l'observation. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas seul. Arsène Wenger a été quelqu'un d'incroyablement important pour ma carrière. Je suis jeune joueur de foot, et je raconte dans la bande dessinée, j'arrive avec les adultes, et il écrit sur le tableau « On peut progresser à tout âge ». Ça m'a marqué toute ma vie. Et pendant toute ma carrière, je travaillais pour pouvoir progresser. Et encore aujourd'hui, après le foot, je fais toujours ce travail. C'est-à-dire, pour progresser, il faut avoir le courage de mettre en doute ce que vous savez. C'est une forme d'humilité, d'aller chercher des informations pour pouvoir complexifier votre regard. Ça veut dire que plus vous en savez, plus vous savez qu'il vous reste beaucoup à savoir. Et il faut se méfier des personnes qui sont dans des certitudes. Parce que ces personnes-là sont très dangereuses. Ouais. Parce qu'ils sont persuadés de savoir, alors qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et tous ces personnages-là, dans la bande dessinée, en fait, c'est ce qu'ils ont compris. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Lorsqu'on vous dit que vous devez accepter l'injustice, mais en vous informant, vous comprenez qu'un monde différent est possible. Moi, je prends toujours l'exemple des résistants. Les résistants, ce sont des personnes
qui sont dans une société de violence, mais ils perçoivent la lumière, où certains ne la perçoivent pas, en disant « nous ne sommes pas obligés d'accepter cela. Un autre monde est possible. » Et tout le monde leur dit « non, restez à votre place, acceptez. » Et si nous vivons dans le monde que nous vivons, c'est grâce aux résistants. Parce qu'ils savent qu'un autre monde plus juste doit exister. Oui, et c'est vrai qu'il y a, Lilian, dans ce livre, l'image de la transmission. Et je trouve ça très fort. Parce que, oui, la transmission que tu as reçue de quelqu'un qui dit, en voyant ce jeune garçon qui joue au football, il ferait un très beau arrière central, qui voit tout, qui voit chez l'autre ses capacités. Et puis, la transmission aux enfants, la transmission à Kefren, à Marcus, qu'on retrouve à la fin de la bande dessinée et qui dialoguent comme ça avec leur père, avec leur grand-mère, et qui se disent, au fond, s'ils n'avaient pas été là, nous n'aurions pas été joueurs de football, nous ne serions pas ce que nous sommes, et qui vont eux-mêmes chercher leurs propres étoiles. Alors ça va être peut-être Mohamed Ali, ou ça va être Bob Marley, ça va être encore d'autres étoiles. Ben écoutez, c'est vrai que je crois beaucoup au rôle d'adulte. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi sans père. Et je me dis que nous devons être à la hauteur, nous les adultes, pour éduquer nos enfants, pour les aimer, pour leur donner la direction à suivre, pour qu'ils puissent, encore une fois, devenir la personne qu'ils doivent devenir. Et c'est très compliqué d'être enfant. Et donc voilà pourquoi je pense que nous devons leur mettre autour d'eux des étoiles, des histoires qui, en les lisant, en les regardant dans des documentaires, où ces enfants vont se dire « Ah ouais, je vais prendre un peu de celui-là, de celle-là, et ça va me permettre de comprendre qui je suis. » Moi, je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup à l'éducation. Parce que, comme je dis très souvent, on ne l'est pas raciste, on le devient. Et donc on le devient pourquoi ? Parce que nous sommes dans des répétitions de hiérarchie et parfois c'est d'ordre de l'inconscient. Et donc pour changer cela, il faut proposer d'autres histoires. Oui, la fondation Lilian Thuria contre le racisme, pour l'éducation, contre l'antisémitisme. Et on voit des dessins là à la fondation. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites et qui permettent justement cette transmission, qui permettent au fond ça. Cet échange. Ben, déjà, ce que vous dites, par exemple, les échanges, c'est dans la discussion qu'on évolue. Et donc, l'idée, c'est d'aller à la rencontre des enfants et de dire aux enfants, voilà, parfois, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Type, pourquoi je dis ce que je dis ? Pourquoi je pense ce que je pense ? Et très souvent, on dit ce qu'on dit, on pense ce qu'on pense, parce qu'on nous a raconté des histoires. Et ces histoires nous ramènent à faire des hiérarchies de genre, de sexualité, de couleur de peau. Donc peut-être qu'il faut raconter d'autres histoires pour changer nos imaginaires, pour arrêter de reproduire ces schémas-là. Et donc je reste persuadé qu'effectivement, c'est dans l'échange qu'on va progresser, qu'on va grandir et qu'on va se réaliser et qu'on va devenir le plus libre possible. Oui, les rencontres avec les enfants. Par exemple, là, on a des images, je crois que c'est à Marrakech. C'est évidemment, Lilian, c'est toujours, à chaque fois, d'aller chercher les gosses comme ça. Ouais. En fait, tout d'abord, il faut écouter les enfants. Ouais. Pourquoi ? Parce que les enfants, en vous disant certaines choses, vous allez percevoir s'il y a déjà des hiérarchies qui sont formées. Si vous prenez un petit garçon... Bon, je vous raconte l'histoire d'un petit garçon. Dernièrement, il avait 7 ans, en Guadeloupe. Je commence à lui parler des filles. Et on voit déjà qu'il a des idées très négatives sur les filles. Les filles sont nulles. Je lui dis, mais pourquoi ? Et petit à petit, on commence à discuter. Les parents étaient là, ils me regardaient. Et ils étaient surpris de voir leur enfant avoir des préjugés négatifs sur les filles en pensant que les hommes étaient mieux. C'est pour ça qu'il faut les écouter. Et à partir du moment où vous les écoutez, vous entendez ce qu'ils disent, vous pouvez intervenir en dire, non, mais ça c'est faux. Et voilà pourquoi tu penses ça. Et c'est pour cela que, moi, encore une fois, je suis dans l'idée qu'il faut éduquer. Et l'éducation, c'est à ne pas avoir peur de remettre en question ses propres connaissances. Parce que chacun de nous, nous avons des préjugés, et il faut avoir le courage de les déconstruire et de les comprendre, et de comprendre que ça vient de très très loin. Et lorsqu'on a compris que nous avons des préjugés, lorsqu'on a compris que ça vient d'une histoire,
Donc peut-être que c'est beaucoup plus facile de changer sa façon de penser. Oui. Mais si vous dites à quelqu'un, change ta façon de penser sans lui expliquer d'où ça vient, en fait, ça ne marche pas. Oui, mais c'est vrai. Alors je repense à Marcus, Kefren, les 2 enfants, les 2 garçons. Hein, et c'est vrai qu'il y a un lien, évidemment. Il y a Mariana, la maman, hein, on l'embrasse, qui est l'héroïne au fond aussi de tout Totalement. ça. Une étoile. Totalement. D'ailleurs, c'est dit dans le livre, hein, c'est ta première étoile. Exactement. Ouais. Et très souvent, je dis à mes enfants, voilà, depuis qu'ils sont petits, je leur dis, voilà, vous vous appelez Thuram, sachez que ce n'est pas mon nom, c'est le nom de votre grand-mère. Et il faut être à la hauteur du nom de votre grand-mère. Et des sacrifices qu'elle a pu faire. Ça, pour moi, c'est très important. Ouais. Et pour eux, être footballeur, c'est un défi. Quand on a un papa qui s'appelle Lilian Thuram. Écoutez, je ne sais pas si c'est un défi, mais depuis tout petit, ils adorent le foot. Depuis tout petit, ils se posaient des questions en disant « mais on ne pourra pas être joueur de foot ». Et je leur disais « mais pourquoi ?» Ils me disent « mais parce que toi, tu es joueur de foot, il y a des grandes chances qu'on ne soit pas joueur de foot ». Je dis « non, vous avez votre chemin à faire. Ne laissez jamais personne vous dire que ce ne sera pas possible. En tout cas, essayez de faire les choses le plus correctement possible, d'aimer ce que vous faites et vous verrez bien où ça va vous emmener. Mais la seule chose que je vous demande, c'est de ne jamais trahir le courage que ma maman a eu, que votre grand-mère a eu. Et voilà pourquoi je pense que c'est très important d'inculquer très rapidement cette notion de courage, de ne pas avoir peur de vouloir être, de ne pas penser qu'on ne peut pas y arriver. Et je reste persuadé que si on enlève cette peur, eh ben, c'est beaucoup plus facile de vivre et c'est beaucoup plus facile de se réaliser pour les enfants. Oui. Et quand on voit ce que fait Marcus sur le terrain, Lilian, on est fiers. Mais écoutez, alors, moi, je suis fier de mes 2 enfants, même s'ils n'étaient pas joueurs de foot, parce que j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils grandissent et qu'ils sachent dire non aux injustices. Et j'ai l'impression qu'ils ont compris qu'il fallait pas négocier avec la haine. Parce que parfois, on essaie de légitimer la violence. On essaie de vous dire que c'est comme ça. Et moi, j'essaie de leur dire, voilà, faites très attention, parce que petit à petit, on peut, sans faire attention, devenir de plus en plus lâche et accepter les violences faites aux autres. Et moi, je me dis, quand je vois Lilian Thuram devant moi, je me dis, voilà, une carrière immense. Et là, une autre carrière qui a commencé, on parlait de la Fondation, et au fond, une envie de rendre quelque part tout ça, de le rendre. Et c'est vrai, c'est incroyable tout ce que tu fais finalement. D'une certaine façon, ça vient d'où tout ça? Ce désir absolu de jamais lâcher. Mais c'est, encore une fois, comme je vous ai dit, les personnes que j'ai rencontrées, moi j'ai été joueur de foot, bien évidemment. J'ai été éduqué à travers aussi beaucoup d'athlètes américains qui ont dénoncé les injustices à l'époque. Et donc, moi, je me suis dit que chacun de nous, nous devons essayer de faire en sorte que l'autre puisse vivre le mieux possible. C'est ça, sur la Terre, nous sommes de passage, d'accord, c'est très rapide. Et je crois que quand vous avez conscience de votre mort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de leur propre mort, lorsque vous avez conscience de votre propre mort, je pense que c'est beaucoup plus facile de regarder l'autre en se disant mais il faut aussi que chacun de nous puisse vivre le mieux possible. Parce que c'est pas juste que certains ne puissent pas vivre librement, que certains soient violentés par leur genre ou leur sexualité ou leur couleur de peau ou pour leurs origines. Ce n'est pas juste. Il faut que nous puissions faire en sorte que chacun de nous, nous puissions nous protéger. Vous savez, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Doudou Diène, et je crois que c'est en Wolof, je crois, je ne suis pas sûr, il dit toujours « l'homme est un médicament pour l'homme ». Et moi, je crois à ça. L'homme est un médicament pour l'homme. Et il y a malheureusement trop de personnes qui pensent que
l'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est très mauvais, ça, de penser ça. Vous voyez, si vous pensez l'homme est un médicament pour l'homme, vous êtes mon médicament, je suis votre médicament. Ça change la perception qu'on peut avoir de la vie et des autres êtres humains. Oui. Voilà. Mais c'est un combat. Et Lilian, vous recevez parfois de la haine aussi. De l'autre côté, quand on mène ça, on dit oui, dire non, c'est pas sans risque. Mais ça fait partie du jeu. Ouais. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Ça aussi, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dénoncez les inégalités, et je vous ai dit, il y a des gens qui ne veulent pas l'égalité. Donc ça veut dire que, bien évidemment, ils vont vous attaquer, ils vont essayer de délégitimer vos propos. Donc lorsque vous comprenez le jeu, vous savez que tout le monde ne va pas vous comprendre, et au contraire, il y a des gens qui vont vous agresser. Ça fait partie du jeu. Oui, même vous haïr. Vous haïr. Oui. D'ailleurs, dans le livre, les hommes et les femmes que je présente ont été haïs. Par exemple, lorsqu'on parle de Nelson Mandela, on dit que Nelson Mandela, aujourd'hui, est présenté comme presque un homme qui n'aurait pas vraiment vécu, un saint. Mais la réalité, c'est qu'il a été en prison. Pendant plus de 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'il dénonçait les injustices, parce qu'il luttait pour l'égalité. Donc vous voyez bien que défendre l'égalité, on sait très bien qu'en face, il y a des gens qui vont essayer de vous faire du mal. Il faut en payer le prix. Il Oui, faut être bien prêt sûr, à ça. Oui, c'est évident. Non, mais moi, Oui. regardez, dans la société en règle générale, les lanceurs d'alerte, en règle générale, comment ils terminent les lanceurs d'alerte ? On finit par essayer de les délégitimer, de les violenter. Mais heureusement qu'il y a des lanceurs d'alerte, parce que les lanceurs d'alerte, en règle générale, en fait, ils dénoncent des injustices. Ils dénoncent des mauvais comportements. Et donc, voilà pourquoi moi, je suis très serein sur ça, parce qu'encore une fois, nous sommes dans une société où certains défendent l'idée qu'il est préférable d'avoir des hiérarchies, d'avoir des inégalités. Et donc, de l'autre côté, je pense que nous sommes plus nombreux à vouloir l'égalité. Oui. Donc, comme nous sommes plus nombreux à vouloir l'égalité, il faut montrer que nous sommes plus nombreux. Voilà pourquoi il est très important, par exemple, que les gens aillent voter. Ça, c'est un appel. Non, c'est très important. Parce que comme l'égalité ou les inégalités, ce sont des décisions politiques, il faut s'intéresser à la politique. Oui, mais rien vous fera taire, Lilian. Personne. Écoutez, en tout cas, j'espère que tout au long de ma vie, j'essaierai en tout cas qu'il y ait plus d'égalité dans la société, oui, voilà. J'espère ne pas trahir ça. Parce que ce serait trahir ma mère, ce serait trahir mes ancêtres, ce serait trahir l'être humain. Merci. De rien, avec plaisir. Lilian Thuram, avec ce livre qui s'appelle Notre Histoire, les étoiles d'un champion du monde chez Delcourt Mirage. Et alors, avec Jean-Christophe Camus et Sam Garcia, il faut saluer, les dessins sont somptueux, les décors, on est dans un livre formidable à faire lire à tous les âges. Vraiment, merci beaucoup Lilian. Et alors, la France, on est derrière ? Toujours. Hein ? Toujours. Ouais. On est bleu. Quand on a été bleu un jour, on est bleu toujours. Toujours. Ça vibre. Ça vibre. Quand oui. tu vois un match de l'équipe, là, aujourd'hui, tu vibres. Hein. Je vibre pas. Je vibre avec connaissance. C'est-à-dire que comme j'ai été joueur, j'essaie d'être tranquille. Certains me disent que je ne suis pas assez tranquille. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'espère que l'équipe de France va pouvoir nous donner des moments de joie et Je ne veux pas trop en parler, parce que parfois, j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Allez, nous aussi. Merci Lilian Thuram était notre invité aujourd'hui. Merci Lilian. Merci beaucoup.